l'invité. Et notre invité dans cette première partie est l'économiste Marc Toiti. Bonjour. Bonjour Alexis, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous pour parler de l'économie de guerre. Alors on a eu bien sûr le discours d'Emmanuel Macron face aux Français qui était censé rassurer les Français. Bon, ça n'a pas vraiment rassuré. On peut dire que ça a créé plus de panique qu'autre chose. D'abord, qu'est-ce que c'est que l'économie de guerre, ce terme qu'on entend tout le temps? Voilà, c'est ça qui est quand même dramatique parce que, bon, n'oublions pas déjà la situation de la France aujourd'hui, une situation qui est catastrophique. C'est-à-dire les faillites d'entreprises sont sur des sommets historiques, on est quasiment en récession, l'activité est en train de s'effondrer, les indicateurs avancés montrent que la France, tenez-vous bien, est la lanterne rouge de l'économie mondiale. C'est quand même grave ce qui est en train de se passer. Et là, on nous sort, là, il faut passer en économie de guerre. Alors, c'est quoi une économie de guerre? Je vais vous donner la définition officielle, vous voyez, comme ça, on sera clair. C'est un type d'économie dans laquelle les besoins de la guerre sont satisfaits prioritairement, et tenez-vous bien, par prélèvement autoritaire. Prélèvement autoritaire, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire quoi? Ça veut dire réquisition, livraison obligatoire et bien sûr impôts, inflation, voire ponction de l'épargne. Là, on joue un jeu extrêmement dangereux. C'est-à-dire que, encore une fois, j'espère qu'on va éviter cela. Moi, je prépare l'économie de paix, si vous voulez, ou alors la guerre économique, c'est-à-dire voilà, faire en sorte qu'on ait une économie plus dynamique. Mais là, on est en train d'entrer dans une situation très difficile. Et puis surtout, ne l'oublions pas, la France n'a pas les moyens. C'est-à-dire que nous sommes déjà surendettés, on a un dérapage des comptes publics, et là, on nous dit qu'on va augmenter la dépense publique de au moins 50 milliards d'euros, voire plus, juste pour la France. 800 milliards au niveau de la zone euro, de l'Union européenne, et 50 milliards au niveau de la France, uniquement sur les dépenses militaires. Ça veut dire qu'on pourrait passer à peu près 5% de notre PIB de dépenses militaires. Même pendant la guerre froide, on n'a pas connu ça. Donc, c'est-à-dire, et tout ça pour une réunion qui a mal tourné dans le bureau de la Maison-Blanche. Donc, c'est-à-dire que dans le bureau ovale de la Maison-Blanche. C'est quand même un petit peu inquiétant. Et ça sent un petit peu la diversion, sachant qu'on a une situation économique qui est déjà dramatique. Et moi, je ne comprends pas, encore une fois, nos dirigeants. C'est une course en avant, en fait, parce que 3 400 milliards de dettes, plus... Alors, dorénavant, l'endettement sans fond avec la défense, c'est pour cacher en fait le bilan calamiteux d'Emmanuel Macron. En partie, je pense, mais surtout, n'oublions pas, vous parlez de la dette publique. On est effectivement à quasiment 3 400, 3 500 milliards d'euros. On n'a pas encore les chiffres du quatrième trimestre, mais ça, sur ce niveau-là. Ça, c'est la dette officielle. Mais si vous ajoutez ce qu'on appelle le hors-bilan, ça veut dire les engagements de l'État qui ne sont pas comptabilisés dans la dette. Par exemple, le paiement des retraites des fonctionnaires. C'est une dette de l'État de demain, mais on ne la met pas dans les comptes. Vous savez, on a combien de dettes publiques en France? 7 500 milliards. Chiffre de la Cour des comptes, je n'invente rien. Vous savez, moi, je source toujours, effectivement, mes chiffres. C'est important de dire. Et quand on me dit on va vendre, vous voyez, même l'épargne des Français, c'est 6 000 milliards. Donc, ça rembourse même pas toute la dette. Puis c'est l'épargne privée des Français. Donc, on n'a pas le droit de prendre du privé pour financer du public. On n'a pas le droit, mais en économie de guerre, c'est ça, justement, la magie, non? C'est ça qui est dramatique. En ce moment, l'Union européenne et Emmanuel Macron lorgnent sur l'épargne des Français. C'est ça qui est dramatique, c'est que malheureusement, en économie de guerre, tout devient permis. L'exemple qu'on a, évidemment, parce que c'est la Seconde Guerre mondiale, là c'était une vraie guerre, évidemment, dramatique, au-delà des aspects humains, bien sûr. Aux États-Unis, à l'époque, le taux d'imposition maximal est passé à 94%. Taux d'impôt sur le revenu, vous vous rendez compte? On n'en est pas loin en France, ceci dit. Non, sans économie de guerre. Pas 94%, on est autour des 50%. C'est énorme déjà. Oui, je suis d'accord, c'est déjà énorme. Mais toujours est-il que là, non, ça devient quand même énorme. Et surtout, ce qui est dangereux, c'est que ça me fait penser beaucoup au Covid. C'est-à-dire on dit, alors on maîtrise plus rien, donc c'est très dangereux, c'est presque la fin du monde. Donc, si évidemment on se dit ça, on dit alors allez-y. Sauf que non, j'espère qu'on va éviter évidemment d'en arriver là. Mais surtout, moi je pense, je vois tous les jours mes chefs d'entreprise que je conseille, etc. Les épargnants et autres, si vous voulez, qui sont extrêmement inquiets. Donc pourquoi mettre de l'huile sur le feu? Ça va déjà mal. Et au lieu d'essayer d'arranger la situation, on voit que M. Trump, M. Poutine et même M. Zelensky essayent de faire la paix. Et nous, non, on veut aggraver la guerre. Et pourquoi? Quel est le but? Je ne sais pas. C'est-à-dire que il faut leur poser la question. Mais en plus, il y a un aspect un petit peu magique. C'est-à-dire que on l'a vu dans le discours de M. Macron et qui a été relié par Bayrou, etc. Il nous dit, en fait, on va augmenter les dépenses
mais sans augmenter les impôts. Oui, alors ça, c'est la phrase magique. Hein. Alors, comment on va faire? Mais avec des efforts et des choix difficiles. Alors oui, alors des efforts. Mais alors c'est quoi ces efforts? Comment on va faire? Et ces réformes. Il parle de réformes. C'est ça. C'est-à-dire que quand tout allait bien, on n'arrivait pas effectivement déjà à faire des réformes. Alors, mais justement, c'est l'occasion de faire passer des réformes impossibles aux Français en disant que c'est la guerre. Oui, exactement comme pour le Covid. Oui, tout à fait. Mais moi, je pense que là, les Français ne se laisseront pas faire. Ouais. Et n'oublions pas que quand on parle de l'épargne, on ne parle pas de l'épargne des ultra-riches. Non. Que cette épargne, elle est plus en France déjà. Non, elle est plus là. Cette épargne des ultra-riches, elle est déjà en Suisse, où vous voulez, etc. Ce qui est concerné, c'est l'épargne de la classe moyenne. C'est-à-dire des personnes qui ont mis toute leur vie pour accumuler un petit peu d'épargne pour leurs vieux jours, pour leurs enfants, pour leurs petits-enfants, voilà. Et donc là, on dit, même si on prend une partie, je dirais, minimum, mais néanmoins, attendez, de quel droit? Donc, on n'en est pas là, bien entendu, mais on a entendu. Le chemin. Éric Lombard, le ministre de l'économie, a dit qu'il y allait avoir un rendez-vous à Bercy là, le 20 mars avec les investisseurs privés, les services de l'État, le ministère des Armées, pour voir comment créer justement un outil d'investissement dans la défense. Et les banques également. Et les banques. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Vous avez des infos sur ce rendez-vous? Non, alors, pour tout vous dire, je n'ai jamais été aussi inquiet sur l'avenir de l'économie française. J'en ai vécu des crises, hein. Mais là, si vous voulez, je me dis, on marche sur la tête. C'est-à-dire que nos dirigeants aggravent la situation. Et c'est ça que je dis m'inquiète, parce que moi, je pense encore une fois aux patrons de PME, aux salariés des entreprises, qui se disent, mais attendez, comment on va s'en sortir? C'est déjà compliqué. Donc là, on va nous rajouter encore alors des impôts peut-être déguisés, ou alors on va flécher l'épargne. Ça veut dire que l'épargne qui était sur le livret A, on peut dire, non, finalement, on va pas le mettre pour le logement social, on va le mettre pour l'effort de guerre, etc. Vous comprenez? Et alors, ce qui est fou, c'est que on a l'impression qu'on n'a pas de dépenses militaires. Sachant qu'au niveau de l'Union européenne, vous avez aujourd'hui, c'est le chiffre tout à fait officiel de l'Institut de Stockholm, pour la paix d'ailleurs, qui s'appelle comme ça, mais bon, qui montre qu'en fait, les dépenses militaires de l'Union européenne, c'est à peu près 320 milliards de dollars. C'est là donc la deuxième puissance mondiale derrière les Américains, eux ils sont à 900 milliards. Et tenez-vous bien, depuis 2014, donc en un peu plus de 10 ans, ces dépenses militaires de l'Union européenne ont augmenté de 80%. Donc, on est en train alors, pourquoi nous faire croire qu'on est à la traîne? Voilà, on est en train de nous faire croire qu'on a plus de moyens, etc. Donc, ça qui est très surprenant. Idem pour la France, encore une fois, on est autour des 50-60 milliards d'euros de dépenses militaires. N'oublions pas qu'on a aussi la dissuasion nucléaire, justement, qui est faite pour éviter justement d'augmenter trop ces dépenses militaires. Donc c'est ça qui, moi, m'inquiète aujourd'hui. Je ne vois pas où nous voulons aller. Alors, il y a quand même, visiblement. Alors, c'est peut-être plus grave que ça. C'est-à-dire qu'il y a anguille sous roche. Quand on voit, par exemple, hier, la Commission, donc l'Union européenne, qui a lancé un plan de plus de 800 milliards d'euros, très bien, en nous disant aucune mesure de financement. Il n'y a aucune mesure de financement. Sur l'argent. Voilà. Alors, ça, c'est très dangereux parce que qu'est-ce qui va se passer? On va nous refaire le coup du Covid, c'est-à-dire on va faire actionner la planche à billets de la Banque centrale européenne, sauf que là, elle a déjà beaucoup été actionnée, donc on n'a plus la même marge de manœuvre. Et parallèlement, quand on fait de la planche à billets, ça fait de l'inflation. C'est ça. Donc qui paye à la fin? Toujours pareil, ce sont les ménages, les citoyens, les consommateurs. Donc c'est extrêmement dangereux. Et alors, autre élément important, c'est quand même très clair ça, c'est que, c'est assez incroyable, le gouvernement allemand, Monsieur Merz, il n'est pas encore complètement chancelier, mais il, voilà. Donc c'est quand même la CDU, ça veut dire entre guillemets la droite, on va dire allemande, a annoncé que ça y est, c'est fini. On ne regardait plus le déficit public ni la dette publique. Donc on a augmenté les déficits et la dette, même en Allemagne. Donc ça c'est très dangereux parce que... Ça veut dire que tous les pays européens se préparent à être la Grèce du futur, mais vont s'absoudre en disant oui mais nous c'est pas la Grèce, donc on a le droit de faire de la dette tant qu'on veut. Oui mais il y a quand même un petit problème. C'est que ce qui s'est passé avec la Grèce, c'était... Oui mais la Grèce c'est pas pareil. La Grèce c'était 350 milliards d'euros de dette. Nous si on prend la France, on l'évoquait, c'est 3500 milliards. Donc il y a un zéro de plus. Est-ce que je veux dire? Donc c'est complètement différent. Mais surtout, la position du gouvernement allemand est très importante parce que on l'a vu d'ailleurs en 2 jours, le taux d'intérêt de la dette publique allemande a explosé. Parce que pour financer cette dette, il faut faire appel aux investisseurs. Donc ils vous disent notamment, mais ils vous disent je veux bien vous prêter, mais à ce moment-là, je demande une prime de risque. Donc quel est le problème? C'est que c'est effectivement l'Allemagne qui s'endettait relativement peu par rapport à la France. Là maintenant, elle va s'endetter davantage. Donc elle va faire appel aux investisseurs. Donc, sauf que l'Allemagne est toujours triple A en termes de notation, alors que la France est beaucoup plus bas. On est toujours double A, on va bientôt tomber à simple A. Donc que vont faire les investisseurs? Ils vont se dire je préfère quand même acheter la dette publique allemande que la dette publique française. Donc nous, on va encore descendre d'un Donc ça veut dire que nous, on va avoir du mal à trouver des financements, et donc que nos taux d'intérêt qu'on paye sur notre dette publique vont encore augmenter. Là, aujourd'hui, on est à 3,6% sur le taux d'intérêt à 10 ans de la dette publique française, un plus haut depuis novembre 2011.
Et ça, évidemment, ça veut dire quoi? Ça veut dire deux choses. Un, ça va augmenter le coût de la dette publique pour la France, c'est-à-dire que l'État français, de la dette, là, chaque année on va payer, je pense cette année autour des 70-75 milliards d'euros juste de charges d'intérêt de la dette. Si ça ne s'aggrave pas, parce que si les taux d'intérêt continuent d'augmenter, on pourra bientôt atteindre les 100 milliards d'euros par an. Juste de charges d'intérêt de la dette, vous vous rendez compte? C'est-à-dire plus que le budget militaire, comprenez? Donc on marche sur la tête. Mais le drame, c'est que quelle est la conséquence pour nous les Français? Au-delà que ça risque de faire encore augmenter les impôts, c'est que quand les taux d'intérêt de la dette publique augmentent, bien les taux d'intérêt de tous nos crédits à nous, les entreprises, les ménages, augmentent. Et donc si les taux d'intérêt augmentent, ça casse l'activité économique, qui est déjà pas géniale, donc ça fait baisser la consommation, baisser l'investissement, et donc ça alimente la récession, donc ça fait du chômage, et ainsi de suite. C'est ça l'économie de guerre. C'est un jeu extrêmement dangereux. Mais comment c'est possible que ces dirigeants européens fassent systématiquement des choix suicidaires comme cela? On le voit avec l'industrie automobile et tous les bâtons dans les roues qu'ont été mis des constructeurs automobiles. Là, on remet le malus auto, et de l'autre côté, Stéphane Séjourné, commissaire européen à l'industrie, nous dit que oui, on va relancer la filière automobile. Là, on sait qu'on est endetté, que c'est intenable, et on propose de se surendetter davantage avec la BCE en plus, qui a revu ses prévisions de croissance à la baisse pour 2025-2026. Donc tout va mal, tous les voyants sont rouges, et eux nous vendent la guerre. C'est une catastrophe. C'est ce que disait d'ailleurs Emmanuel Macron. Soyez fiers d'être des amateurs. Ah bah là, on est au top. Là, on est au top. C'est les professionnels du désastre. C'est les professionnels de l'amateurisme, si vous voulez. Non mais blague à part, c'est quand même dramatique. Oui. C'est-à-dire que moi, je l'avais déjà dit à l'époque, effectivement, de la gestion du Covid, etc., quand on a laissé filer la dette, moi, j'ai pas arrêté de dire, maintenant, bon, ok, les 3 premiers mois, on croyait que c'était la fin du monde. Mais après, on a compris que c'était pas le cas. Mais on a continué. Je vous rappelle que la planche à billets s'est arrêtée en 2022, quand l'inflation était à 10%. Donc, on est compte le manque de discernement. Et moi, en ce qui me concerne, j'ai la conscience tranquille. Est-ce que c'est pas volontaire de mettre les économies européennes à genoux d'une certaine façon? J'espère pas. Je n'espère pas, parce que on n'a pas. Il y a deux hypothèses. Soit ils sont stupides, soit ils sont machiavéliques. Ou peut-être les deux. Alors effectivement, il y a peut-être. Moi, je pense qu'il y a malheureusement les deux. Mais ce qui est clair, c'est que ce n'est pas sérieux. J'arrête pas de le dire, mais encore une fois, l'économie, c'est du bon sens. Là, on est complètement en dehors du bon sens. On est complètement hors sol. Et c'est ça qui est très dangereux. C'est ce qui revient souvent dans le discours de Donald Trump, qui veut du protectionnisme, relancer l'économie américaine, faire venir des entreprises étrangères aux États-Unis. D'ailleurs, Rodolphe Sadé, le patron de CMA-CGM, était dans le bureau ovale hier pour annoncer 20 milliards de dollars d'investissement dans l'industrie du bateau et des containers. Aujourd'hui, Trump, en Europe, est vu par nos leaders comme un nazi, c'est ce que dit Jacques Attali, je crois, récemment, comme un danger public, alors que Trump veut la paix, relancer l'économie et faire une guerre économique sur les tarifs qui, bon, peut être critiquable, mais a ses raisons. Pourquoi Trump n'est pas suivi par les Européens? Moi, ce qui m'inquiète aujourd'hui, c'est que quand on dit les choses, comme on vient de le faire là, simplement le fait de dire que la dette publique française explose, qu'on n'a pas les moyens de la financer, eh bien, le fait de dire ça, on est pointé du doigt. Ah, vous êtes complotiste, vous êtes pro-Trump, pro-Poutine, Mais attendez, mais c'est quoi ce discours? Non, nous, on est pour la France. Oui. On veut que la France s'en sorte. Et or, aujourd'hui, c'est mon rôle d'économiste. J'ai vu tous les dirigeants, ça fait 30 ans que je fais ce métier, mais j'ai jamais vu une telle situation aussi dramatique, si vous voulez. Oui. Et donc, c'est ça qui fait peur, c'est que on a des dirigeants, justement, notamment effectivement aux États-Unis. Je pense que d'ailleurs, il va un petit peu trop loin, il fait un peu trop peur, mais ça commence à fonctionner. Oui. Ce qui s'est passé avec CMA-CGM, ça c'est incroyable. J'ai un groupe que je connais très très bien. C'est que quand même Rodolphe Saadé, c'est un ami intime de Monsieur Macron. Alors peut-être qu'il c'est plus le cas, mais il a quand même. C'est étonnant. C'est très étonnant. Parce que je veux dire, donc bon, il faut quand même souligner tout ça et se dire non, là on joue vraiment avec le feu. Et quand on joue avec le feu, on va finir par se brûler, tout simplement. Et donc aujourd'hui, on peut encore sauver l'économie française, mais c'est clair que si on commence comme ça à dramatiser la situation, à vouloir rentrer dans une économie de guerre et autres, et puis à faire de la surenchère. Moi, je suis quand même très inquiet. Et surtout, nous n'avons pas les moyens. Vous savez, quand on me dit, ah ben, on va faire une économie de guerre, on va mobiliser entre guillemets, l'industrie. Le problème, c'est qu'il faut avoir un appareil industriel pour ça. Ouais. On n'a pas arrêté de vouloir désindustrialiser. C'est ça. Regardez encore tout le discours de Monsieur le Maire, Macron, etc., qui disait, ah ça y est, on a réindustrialisé, ça y est, ce sont les 30 glorieuses, c'est le retour du plein emploi, etc. C'est faux. On vous rendez compte quelle arnaque.
Les chiffres de cette semaine encore sur la production industrielle française qui continue de baisser, l'activité dans l'industrie selon les directeurs d'achat, on est sur des plus bas la lanterne rouge de l'économie mondiale. Elle est où la réindustrialisation? Mais non, parce que ça ne se décrète pas. C'est une bonne idée bien sûr de réindustrialiser, il faut le faire. L'erreur ça a été de désindustrialiser, justement dans les années 80-90, sous l'impulsion justement de M. Attali notamment, Mitterrand et j'en passe et des meilleurs. C'est ça qui est incroyable, ces personnes-là donnent des leçons alors qu'elles sont à l'origine de la faillite de la France, si vous voulez. Donc, ce qui veut dire que le drame, c'est que malheureusement, si on veut réindustrialiser, oui, c'est bien, mais ça va prendre des années. Parce qu'en plus, on n'a pas la main-d'œuvre. Puis, il faut également les capitaux. Et ainsi de suite. Et puis, surtout, il faut la confiance. Moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'une économie, elle peut avancer dans un état de confiance. Pour qu'une économie avance, mais ce n'est pas que pour la France, c'est au sens large, il faut deux choses. La confiance et justement la stabilité, la sécurité. Là, on est en pleine défiance et malheureusement, on voit que la sécurité, pas qu'internationale, mais même au sein même de la France, en train de s'effondrer. Instabilité sociale, politique, fiscale. Donc attendez, non, il faut vraiment qu'on arrête les bêtises, qu'on reprenne le taureau par les cornes très rapidement. Le drame, c'est que je vois personne aujourd'hui qui se dessine pour remonter la France et c'est ça qui m'inquiète. Merci beaucoup Marc Toiti pour ce tour d'horizon plutôt noir. Oui, réaliste. Je pense que moi je garde l'optimisme parce que je pense qu'on peut encore sauver la France. Et le bon sens peut sauver la France si on arrête avec ces bêtises, évidemment. Ça paraît lointain.